Hey, what's up mover? T'as vu? À la miniature de la vidéo, ça va parler de TZR 125 cm3, principalement sur le moteur. Ce que je te propose, là je te mets en description et écrit ici à quel moment je parle de l'embrayage et du haut moteur. Si tu es venu voir cette vidéo que pour ça, s'il n'y a que ça qui t'intéresse. Parce que je vais m'égarer un peu, je vais parler de pas mal de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je te conseille forcément de regarder toute la vidéo, parce que je donne pas mal de conseils. Ça fait pas mal de temps que je bricole, je suis loin d'être un professionnel, mais j'ai fait beaucoup de conneries avant de pouvoir démonter tout ça et être assuré à peu près de bien le refaire fonctionner. Donc il y a peut-être des choses qui pourront t'intéresser. Pour résumer, donc cette bécane, je l'ai achetée cet été. Là, elle a atteint 40 000 km. J'ai pas l'historique de cette moto, je sais pas ce qu'elle a. Donc voilà, je fais l'entretien, un peu comme s'il n'avait jamais été fait. Je vais voir pour l'embrayage parce qu'il patine un peu, mais peut-être que je ne vais pas changer les disques. Hein. Ça c'est une erreur qui est souvent faite, changer les disques, alors qu'en fait ça peut venir de l'huile, ça peut venir des ressorts, ça peut venir de plein de choses. Donc on ouvre tout ça, on inspecte, c'est déjà ouvert. Hein. Pareil pour le haut moteur, je ne sais pas quand la segmentation a été faite, si elle a déjà été faite, donc pareil, on ouvre, on voit et éventuellement on change des pièces. Ce qui est très important, c'est surtout démonter avant de commander les pièces. Souvent les gens commandent, démontent et puis après, ah bah merde, il manque ci, il manque ça, ou j'avais pas besoin de changer ça. C'est le premier conseil que je te donne. Démonte tout, regarde et ensuite tu commandes en fonction de ce que tu as besoin de changer. Dernière info avant de commencer, cette moto sera normalement en vente cette année, en vente ou en échange, parce que j'ai décidé de passer dans la cour des grands et voilà, j'ai commencé le permis moto. Donc elle sera, si elle t'intéresse, dis-moi en commentaire, elle sera à vendre dans l'année, je ne sais pas encore quand, ou échange contre une Yamaha XJ Diversion 600 ou bien un Yamaha Phaser 600 phase 1. Voilà, je suis ouvert aux échanges, mais tu vois à peu près le genre de bécane que j'aime, ou une Kawasaki GPZ en bon état, hein, parce que celle-ci je la vends, elle sera en très bon état. Donc, je veux quelque chose en bon état en échange, pas une merde à refaire. Donc première chose, ceux qui débarquent sur la chaîne, cet été j'ai acheté cette TZR 2RL de 1987. Je l'ai refait, côté esthétique, un petit peu de mécanique vite fait, mais pour qu'elle roule, on partait sur une basse saine. Donc là c'est l'hiver, je change ce que j'avais pas fait cet été, ce que je voulais rouler avec. Je continue à entretenir, j'ai mis un coup de peinture sur le bras oscillant, voilà, c'est une bécane que j'entretiens au fur et à mesure. Première chose, donc là j'ai changé les pneus. Les pneus, pour la taille qu'ils ont, c'est affreusement cher, c'est des pneus de taille de mobilette quoi. 250 €, ça m'a coûté. Je m'attendais pas à ça. Et quand je les ai changés, mon pote Juju pêcheur m'a dit mais en fait, tu changes souvent des pneus dans l'année. Tu devrais peut-être acheter une machine qui t'aide à changer les pneus. » J'ai fait mais merde, mais t'as complètement raison en fait. Alors, c'est à bien réfléchir, oui, il a complètement raison. J'ai fait le calcul ensuite. Si j'achetais les pneus sur internet, forcément, c'est moins cher que chez le marchand. Il faut bien qu'il se fasse une commission. Enfin, en gros, pour 250 €, j'avais les mêmes pneus et la machine à changer les pneus. Donc tu dis, de toute manière, même sur une vie, si tu bricoles un peu, ça va toujours te servir. Et tu peux même te la rembourser. Alors, si tu fais payer les copains 5 € quand tu leur changes les pneus. Enfin, c'est quelque chose à prendre en compte, mais maintenant que je sais ça, je pense que je vais m'acheter une machine pour changer les pneus. Je te mets une copie d'écran. Finalement, ça coûte pas très cher. Je pensais que c'était hyper cher, mais c'est genre 80 € quoi. Copie d'écran, tu verras où tu peux en acheter une. Donc voilà, on va repartir sur des bons pneus tout neufs, tout ça, hop, c'est révisé, c'est beau, c'est propre, c'est peint. J'avais un problème de compteur à l'avant, lors de la dernière sortie, il avait lâché, en fait il fonctionne bien, j'ai tout vérifié, même l'entraîneur fonctionne, je sais pas pourquoi, enfin tout fonctionne. Je vais remonter ça, je vais tester. Les lumières ne fonctionnaient plus, j'ai tout ouvert, j'ai tout raccordé, il y avait des fils qui étaient coupés. Donc vas-y, je monte mes roues, puis après on va commencer à parler du haut moteur, on va faire et de l'embrayage également, parce qu'il patine. Info que tout le monde connaît sans doute, mais quand ta bécane est en hivernage, que tu l'utilises pas, ou si tu l'utilises peu, la batterie retirera là et mets-la chez toi dans un endroit chauffé, ça se détériore beaucoup moins vite. Voilà, c'est tout. Regarde la batterie du booster, là je l'ai juste réinstallée pour le démarrer, mais sinon, à chaque fois que je la retire, je la mets chez moi. Ça prolonge la durée de vie d'une batterie, ça évite qu'elle se décharge, qu'elle se détériore. Bla bla bla, tu le sais certainement. Youpi, c'est remonté, maintenant on va passer à l'embrayage. Donc il patine quand vraiment elle monte dans les tours, au moment où il y a besoin de couple, elle patine. Donc moi je pense que ça vient des ressorts, quand les ressorts sont trop mous, en fait ça donne cet effet-là à l'embrayage. Ça peut venir des disques, dans tous les cas on va sortir, on va voir ce que ça donne.
si le disque, il y a des mesures à prendre. Si le disque est trop usé, le disque de garniture, bah faut le changer. Sinon, ça ne sert à rien de le changer, juste changer les ressorts ou mettre des rondelles pour les rendre plus durs. Premièrement, on vidange l'huile qu'il y a dans le carter moteur, donc c'est cette vis là qu'il faut retirer. C'est con, elle était toute récente cette huile. Elle devait avoir genre 200 km. Hop là. Allez, maman. On va éviter d'être trop con, on va retirer le liquide de refroidissement avant. Décoller un peu ça avant de tirer dessus, ça serait bien de pas tout arracher. J'avais à moitié prévu le coup quand même avec des cartons et tout ça. Un gros fourrage, mais en fait la vis de vidange c'est celle-ci. Hein. C'est plus simple si on retire ça d'abord. Hop, je retire le kick. Je retire le câble d'accélération et les durites si j'ai un système accressage séparé. Le gars avait laissé le câble. Et maintenant je vais pouvoir enlever toutes les vis qu'il y a autour. C'est des vis cruciformes. Donc moi, le conseil que je donne, comme la machine est vieille, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a été démonté la dernière fois, il se peut que ce soit grippé. Donc si tu forces comme un bœuf, tu risques de niquer le pas de vis. Déjà on voit qu'il a commencé à être mangé un petit peu. Donc, tu prends un tournevis, un marteau, tu tapes un peu pour décoller le filetage. Et ensuite, voilà, et là ça marche, tu tournes. Normalement, ça devrait fonctionner pour tout. Des fois quand elles sont vachement grippées, bah là c'est vraiment la galère. Donc au préalable, taper dessus quoi. D'habitude je mets mes vis en bordel dans un bocal, mais là on repère le sens de démontage et on les met à la suite comme il faut. Ensuite, normalement, si tout se passe bien, avec des coups de maillet, on devrait pouvoir le sortir. Ouais. Allez. Voilà comment c'est foutu, un joli bordel. J'ai sorti la clé à choc pour enlever les 4 vis là, avec les ressorts, mais ça vient comme ça. De toute façon, j'ai pas d'embout pour ça. Pour l'instant, c'est cool. Après, je me dis, il va peut-être m'en falloir une pour que j'utilise la clé à choc pour celle-ci. On va voir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, merci. Jusque là c'est pas compliqué l'embrayage, t'as vu, t'enlèves le carter, ensuite 4 vis avec les ressorts, un coup de clé à choc, ça c'est vraiment obligatoire d'avoir une clé à choc en fait, hein, pour que ça fonctionne bien. Ouh, ça a déjà dû être changé, ça s'est bidouillé. L'étoile là elle est toute défoncée, c'est bidouillé à mort. Merde, ta race, bah voilà, là, ça va encore mieux fonctionner. C'est parti, démontage des disques d'embrayage, on va vérifier leur usure. Si c'est proche de 3 mm, ça sert à rien de les changer. J'ai lu sur les sites, voilà, ça fait 3 mm d'épaisseur avec la garniture. Donc il y a des disques garnis et des disques lisses. Donc on enlève le premier, on le pose, et ensuite tu as un disque lisse. Et chaque disque lisse est positionné d'une différente manière. Là, je sais pas, tu vois ici, il y a une espèce d'ergot, enfin une marque sur ce disque. Donc quand on retient bien que ici, le premier disque, le dernier, premier, dernier, comme tu veux, il était orienté vers moi. Donc, hop, c'est un petit tournevis, clac. Donc celui-ci était vers le haut. Je remets dans le sens qu'ils étaient. Ensuite, on enlève un autre disque garni. Viens là. Et derrière, attention, je l'ai pris comme ça, derrière, est collé un autre disque lisse. Et tu vois que l'encoche, elle est à ce niveau-là. C'est un peu pour répartir les poids. Au plus je vais retirer des disques, à chaque fois l'encoche va être décalée pour que, tu sais, quand tout tourne, la force centrifuge soit égale. Si on les disposait n'importe comment et que par exemple tous les ergots étaient de ce côté-là, bah il y aurait... Ah, tu m'as compris quoi. On en est au troisième disque lisse et là, idem, l'ergot est ici. Ainsi de suite, l'autre il est à ce niveau-là, ici.
Voilà, tout est retiré, il n'y a plus rien, mes disques sont là. Donc je me suis très mal exprimé parce que je suis un homme et j'arrive pas à faire deux choses en même temps, et bricoler et parler. Mais bon, t'as compris, voilà, sur les disques lisses, il faut que chaque ergot soit, enfin, faut que tout soit réparti pour que la force centrifuge soit bonne. Alors après, pourquoi il y a des espèces d'ergots? J'en ai aucune idée. Pourquoi pas faire tout simplement des disques tout court entre chaque... je ne sais, il y a forcément une explication. Si quelqu'un la connaît, je suis curieux qu'il la mette en commentaire. Eh bien, maintenant que c'est retiré, on va vérifier l'épaisseur de ces disques. On voit qu'il y a encore quand même de la matière. Ils sont pas lisses. Après, je sais pas quel est le jeu d'usure. J'en ai aucune idée. Donc voilà, quand on achète un disque garni neuf, ils disent que c'est qui fait genre un 3 mm ou 3 mm 2, un truc dans le genre. Mais bah si, bah là on est justement à 3 mm 2 en fait. Je vais prendre une mesure sans la garniture, voir la différence. C'est infime. Hein. Sans la garniture, on est genre à 2,9. Et avec la garniture, ah c'est ça, hein, 3,2, un truc dans le genre. Bon, je vais tous les mesurer et puis je vais voir, voilà, si c'est nécessaire de les changer. Parce que là, je me dis, c'est quand même vraiment con de les changer s'ils sont pas usés. Là, c'est vraiment foutre 100 balles en l'air. En plus, ça impactera le prix de vente de la moto. Ok, donc j'ai tout mesuré, ils sont tous à 3,2 d'épaisseur, donc ces disques ne sont pas vieux, ils sont pas trop usés. Quand j'ai reçu la moto, la toute première vidéo que j'ai faite, j'avais dit « Ah, tiens, là il y a un nouveau joint », enfin on voit il semble relativement neuf, donc le moteur a déjà été ouvert, donc c'est bon signe, ça veut dire que la moto a été entretenue. Bon, dommage, pas pour le haut moteur, mais l'embrayage avait dû être changé. Alors le fait qu'il patine, j'avais changé l'huile. Ça peut être une des raisons pour lesquelles ça patine un peu. Ça peut être également les ressorts. S'ils sont vieux, bah, je pense que je vais les durcir un peu à l'aide d'une rondelle. Mais voilà, racheter des disques alors que l'épaisseur est bonne, je trouve ça un peu con. D'autant en plus, voilà, j'ai déjà dit, ça va impacter le prix de la moto. Je vais voir pour les nettoyer, les gratouiller un peu, peut-être pour qu'ils reprennent un petit peu d'adhérence. Et puis, regarder sur internet pour mettre une huile adaptée pour cet embrayage. J'avais mis la 10W40 de moto normale, quoi, semi-synthétique. Peut-être que là-dedans, c'est une autre huile qu'il faut, quoi. Donc, je me renseigne, mais je ne vais pas les changer. Alors, pour ces disques, rien d'extraordinaire apparemment. Il faut faire comme s'ils avaient été glacés et les déglacer légèrement. Bon, moi, ils n'ont pas été glacés, hein, parce qu'il n'y a pas eu une grosse friction, un truc comme ça. Ça leur fera pas de mal d'être très légèrement, de les poncer très légèrement de manière à être sûr que voilà, il y a de la matière qui accroche. Et puis c'est tout. Et ensuite nettoyage, bain d'huile et on sera bon. Hop, c'est bon, c'est nettoyé. Je mets tout ça là-dedans. Je remplis d'huile. Donc remontage de l'embrayage, bah écoute, pour remonter, c'est comme quand tu démontes, là j'ai remis mes disques garnis et mes disques lisses. Les disques lisses, tu sais, avec les ergots bien disposés. Et comme j'avais dit en début de vidéo, là tu vois que, tu vois, cette espèce de bloc écrou là, voilà, ça avait déjà été traficoté ce moteur auparavant. Là ici, pareil, ça a été mangé. Donc ce qui confirme que l'embrayage avait été changé, puisque voilà, il n'est pas du tout usé. Bon, par contre, ça a été fait comme un bougnafier, quoi. Mais voilà, ça avait déjà été touché, donc ce qui me conforte vraiment dans l'idée de pas changer les disques, puisque en épaisseur, ils sont neufs, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben voilà, après, on va remettre tout ça. Je vais caler des rondelles au fond pour durcir un peu les ressorts, même s'ils m'ont l'air bons, mais bon, je pense qu'il vaut mieux avoir des ressorts plus durs que trop mous. Et cette histoire de patinage, voilà, ça devait venir de l'huile. J'ai regardé sur les forums, normalement il faut de la 10W30, et moi j'avais mis de la 10W40 classique pour moto. Donc c'est souvent ça qu'on met, de la 10W30 pour une boîte de vitesse de moteur de temps.
Bon, par contre, on prend les mêmes et on recommence. Et du tout redémonter. La partie embrayage, je l'ai mal remonté. Et voilà, à vérifier avant, ce que j'ai pas fait, je sais pas, j'étais tellement certain de mon travail que la poignée d'embrayage embraye bien. Parce que quand j'ai voulu passer à la vitesse, j'appuyais et puis il n'y avait rien, en fait c'était mou. Je l'avais mal monté, il y a une flèche sur la cloche d'embrayage. Donc quand on la remonte, il faut bien faire attention que celle-ci touche le disque. Et moi il y avait un petit écart en fait, il y a des espèces de dents à l'intérieur, bref c'était pas bien enclenché. Donc ça pouvait pas fonctionner. Donc voilà, bien vérifier ça. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à remonter, remettre l'huile, remettre le liquide de refroidissement. J'adore! Donc comme je suis un abruti fini, avant de tout remonter et tout redémonter parce que j'aurais fait une connerie, je vérifie que ça fonctionne bien. Hop, ça c'est bon. Ok, et on vérifie que les vitesses passent bien, parce qu'on a pu bouger la fourchette. Clac. Ok. Là, nous sommes pas mal. Yep. Allez, on peut remonter et aller faire l'essai. Bon, même si cette aventure m'a bien fait rager de tout redémonter, c'est une bonne chose parce que pour moi, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et voilà, je me suis trompé, j'ai pas assez regardé ce que je faisais quand j'ai démonté l'embrayage. Il y a des choses que voilà, j'ai pas fait attention aux dents qu'il y avait à l'intérieur. Ça m'a permis vraiment de bien comprendre comment ça fonctionne. J'ai bien regardé dans tous les sens pour essayer voilà, de le remonter. Ça m'a pris un quart d'heure avant de le remonter. Puis du coup, voilà, pareil, jouer avec la course de l'embrayage, avec la vis qui maintient tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est toujours une bonne chose, quasiment, toujours une bonne chose de se planter. Parce que moi, il n'y a que comme ça que j'apprends. Même quand tu es certain, tu es oh, ça c'est bon, je maîtrise, je sais faire. Non, tu sais pas faire en fait. Tu sais que dalle là. Voilà, allez, on remonte tout ça. Et puis ensuite, on va tester ça sur le terrain, voir ce qu'a dit cette moto. Donc en même temps, je vais démonter cylindre, piston. Enfin, on va tout faire en même temps. Sur ce type de bécane, enlève tout. Essaye pas de gagner un raccourci en te disant tiens, je vais pouvoir juste enlever ça, décaler ça. Non, l'espace est petit, il y a plein de trucs, plein de bordel, et au final, tu seras emmerdé. J'avais une 125 TDR, j'avais essayé de gagner du temps quand j'avais changé le cylindre, quand j'avais changé le piston. Et non, tu es obligé de tout démonter, donc tu enlèves toutes les durites. Là, ici, tu as le servomoteur, normalement. Tu l'enlèves, tu débranches les câbles du servomoteur, c'est pas très compliqué. Prends ton temps, enlève tout ce qu'il faut, note tout, prends des photos. Et enlève les choses bien, parce que vouloir gagner du temps, ce sera en perdre, hélas. Allez, ça va venir. Putain, c'est beaucoup moins pratique que sur la TZR. Ou 4FL version 2, c'est la même chose. Ok, une culasse. Je suis étonné par un genre de culasse, c'est pas. J'ai jamais vu ça sur une version liquide. Je suis pas sûr d'apprendre grand chose à beaucoup de monde. Le plus important, je crois, là-dedans, c'est vraiment de prendre son temps sur les vieilles motos ou même les récentes, de prendre son temps quand on démonte. Si les vis ou les écrous sont durs, parce que tu le foires et tu passes des heures et des heures à rétablir tout ça. Alors qu'en prenant son temps, en tapotant, voire chauffant, quand c'est trop dur, du coup tu arrives à retirer la vis. Ça t'évite de tout péter et de passer des jours à essayer de récupérer ta connerie. Voilà. C'est mon expérience de la vie, quoi. Ça m'est arrivé tellement de fois que maintenant je me dis, prends ton temps, va pas trop vite. Hop, ça y est, démonté sans encombre. Maintenant, un petit coup de maillet pour décoller le cylindre. Au maillet, hein, pas au marteau. Voilà, gentil, tout doux. Alors, comment je le sors maintenant? Putain, comment ça casse les couilles là. Putain, il y a zéro place. Voilà, putain, pas trop tôt. Ah, il fait encore pipi cet enfoiré. Allez, c'est bon, il est parti. Il y a vraiment très peu d'espace là, c'est casse-couille. Bref, c'est sorti. Maintenant, on va retirer le piston et ensuite inspecter tout ça. Hyper important. Là, on n'est pas sur une mobilette. Vraiment mettre un chiffon tout autour. Parce que si ton clip
se barre dans le bas moteur. C'est pas 1 heure que tu vas passer à démonter comme je viens de le faire. Là, oui. Hein, tu m'as compris. Allez, voilà, pas de serre. Pas de serre. Voilà. Par ici, toi. Ok, donc partie au moteur. Donc premièrement, ce que j'ai découvert, ce que je trouvais étrange, c'était ce joint de culasse. Je me dis, mais pourquoi ça c'est pas ouvert? Tu vois, ça correspond pas au transfert d'eau. Donc j'ai posé une question sur TZR 125 France, un groupe sur Facebook, et tout le monde m'a répondu que non, c'était normal. J'ai plus les explications exactes. Enfin, en gros, ça retient un peu l'eau, ça permet un meilleur refroidissement que si tout était ouvert et que le fluide circulait vite. Donc c'est normal, on va le changer. J'étais étonné de ne pas découvrir des joints toriques là-dedans. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, sur les premières TZR, c'était comme ça. Sinon, tout semble ok. Ça va enrouler un petit peu gras. Donc il faudra que je règle mon carbu. Voilà, j'avais jamais géré la bougie. D'ailleurs, il faudra que je change la bougie. Le cylindre, l'intérieur du cylindre, on est bon. Il n'y a pas de trace. Il est ok. Il est ok. Il est ok. Quant au piston, bah écoute, il semble quand même bien fatigué. Donc ce sera à changer. Je vais contrôler, juste pour le fun, tu vois, je vais contrôler le jeu à la coupe des segments. Normalement, c'est entre 3 et 0,3 et 0,5. Je vais mettre le premier segment, ce que ça s'appelle le segment de feu, je crois, je sais plus. Ça va nous indiquer, voilà, si l'usure, si ça avait été changé ou pas, les segments là-dessus. Ça n'a jamais été changé là-dessus, en fait, la segmentation. Regarde l'écart, mais il n'y a même pas besoin de mettre les cales. Le jeu est bien trop important. Quant au deuxième, bon bah oui, bien sûr, c'est sans appel. Hein, voilà, donc la question se pose même pas. Changement, piston, segment, évidemment. Tu vois, c'est quand même de la bonne bécane parce qu'elle fonctionnait relativement bien cette TDR malgré les segments qui sont extrêmement écartés. Ok, donc pour ce haut moteur, bah écoute, je vais racheter piston, segment, également une cage à aiguille. Quand tu changes un piston, il faut changer la cage à aiguille. Et puis là, vu que rien n'avait été entretenu, à mon avis, il ne faut pas la laisser. Et puis tous les joints de haut moteur. J'ai vu plusieurs fois sur les groupes de 125 TZR des gars qui disaient pourquoi les TZR, le moteur casse aux alentours de 40 000. À mon avis, c'est parce que les gars font pas l'entretien, quoi, tout simplement. Normalement, c'est quand même, si tu fais bien l'entretien d'une deux temps, surtout de ce type de deux temps, hein, les Yamaha, les Honda qui sont très solides, ça tient très longtemps. Tu peux approcher 80, moi j'en ai vu, j'ai vu une TDR qui avait presque 100 000 km. Dernière chose, il faut également contrôler l'ovalisation du cylindre. Je t'explique vite fait, je pense que la plupart d'entre vous savent, mais on sait jamais. Ton piston monte et descend, il est monté sur un canon et une cage à aiguille, donc il va légèrement faire ça. Et du coup, comme ça va un peu plus taper ici sur le cylindre, ça va peut-être l'ovaliser, peut-être l'user que dans ce sens-là, tu vois, ici ou là. Donc là, je plie la coulisse, moi je fais comme ça, j'ai pas d'appareil de métrologie plus précis. Tu vérifies que le cylindre ce soit bien cylindrique partout, qu'ici ce soit pas plus espacé que là. Là en l'occurrence, j'ai rien vu d'alarmant, tout est ok. C'est tout. Ok, c'est reparti pour le remontage du haut moteur. Donc, hop, l'ancien piston, le nouveau avec une nouvelle cage à aiguille. Là, t'avais l'ancienne, bref, on s'en bat les couilles. La pochette de joint au moteur et puis les nouveaux segments. Une dernière chose, dans tout ce que j'ai montré, normalement, il y a également peut-être d'autres vérifications à faire. D'autres choses à acheter. Je sais que voilà, il y en a qui me diront ouais, idéalement il aurait fallu faire réaliser l'intérieur du cylindre, prendre un piston d'une taille supérieure, etc. Donc ça c'est des choses qui se font dans le deux temps. Je te pose le topo, moi la moto elle est en vente. Je vais pas dépenser 1000 balles dans plein de pièces pour que le moteur soit comme neuve pour la vendre 1500 € cette moto. Déjà là pour l'instant entre l'achat de la moto et tout ce que je lui ai mis, on en est à plus de 1500 € et je la vends 1500 €. Donc voilà, je pense que tu as compris là où je vais en venir. À travers cette vidéo, tu vois que le moteur a été ouvert, que tout a été vérifié sur cette moto, elle fonctionne. Mais je ne vais pas tout vérifier et tout changer minutieusement pour perdre de l'argent. Ce serait complètement stupide.
Mais voilà, je sais que normalement il y a d'autres vérifs à faire, mais ça va très bien fonctionner comme ça. Allez, on monte tout ça. Donc, je mets les joints. On met de l'huile sur les joints pour si on devrait redémonter le moteur, que ça ne colle pas. Écoute, pour la suite, je vais pas tout filmer. Tu as vu comment j'ai démonté. Donc, pour remonter, c'est exactement le même principe. C'est un moteur de temps, donc c'est comme un scooter ou une mobilette. Il n'y a rien de compliqué à remettre tout ça. Comme pour monter, il faut bien prendre son temps. Ne pas forcer si ça coince. Et puis voilà, et normalement tout devrait bien se remonter. Donc pensez voilà, à remettre de l'huile dans le carter d'embrayage. Pensez à remettre du liquide de refroidissement. Et puis, etc. etc. Donc je vais remonter tout ça gentiment. Dès que c'est terminé, on démarre. Puis on voit ce que ça donne, si ça a été bien remonté. Après on fait un petit tour. Et ensuite je fais un débriefing sur la vente de cette moto. Parce que finalement voilà, elle est à vendre... maintenant, voilà, un truc qui va pas. J'ai fait pipi. Ok, plus de 5 minutes que ça tourne. Et c'est bon. J'ai resserré ma culasse plus fort. Et ça fuit plus, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va tester un petit peu la bête. J'ai roulé un peu avec, j'ai quelques... je vais te raconter ça après. Allez, on va rouler vite fait là. Avec des ressorts au lieu d'en avoir 4, sinon c'est la même chose. Donc pareil, l'embrayage c'est pas compliqué à faire. Concernant l'embrayage, bah écoute, j'ai changé l'huile du coup, et quand j'ai démarré la moto ça patinait à mort. Donc voilà, là j'ai fait un tour, je l'ai bien fait tourner, là ça patine de moins en moins. Donc en fait ce problème de patinage c'était tout simplement dû au fait que j'avais changé l'huile. Donc avec l'usure, à la fin ça patinera de moins en moins. Déjà avant de démonter l'embrayage, elle patinait quasiment plus, mais voilà, je m'étais dit je le change, on va voir, nanani, nanana. Donc c'est un phénomène, quand tu changes l'huile, ton embrayage risque de patiner, ou peut-être parce que j'avais pas mis la même huile qu'avant, je ne sais pas. Dans tous les cas ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de ne pas le changer parce qu'il n'était pas usé. Enfin, dernière chose, bon bah c'est sûr, je passe le permis moto, donc je vais en acheter une là d'ailleurs dans pas très longtemps. Je voulais vendre cette moto, je voulais la vendre au prix de 1500 €. C'est en train de changer. L'inconvénient, c'est que comme c'est une vieille moto, tu répares un truc, il y en a un autre qui tombe en carafe. Donc j'ai bien regardé, elle ne vaut pas ce prix-là. Mais en même temps, j'ai pas envie de la brader, parce que comme je t'ai dit, voilà, là, en très peu de temps, l'achat de la moto, plus toutes ces pièces que j'ai mises, ça commence à faire du pognon. J'aimerais bien retrouver une petite partie quand même. Bref. Si elle t'intéresse, tu me contactes dans les commentaires, via Facebook ou via Instagram. Et tu me dis, et on se dit, et je te dis ce qu'il y a. Là, bon, là j'ai vu, il y avait des voyants qui ne s'allumaient plus, la jauge de température qui montait quand je mettais les feux. Pourtant, j'ai pas touché au faisceau. Il y a 2-3 trucs qui font chier. Et l'inconvénient, c'est si je commence à tout rénover, la moto va coûter 2500 € et je ne la vendrai jamais 2500 € cette moto. Donc voilà, pour l'instant je suis en période de réflexion. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est à vendre, mais à quel prix? Faut déterminer ça avec un potentiel acheteur. Voilà, je crois que la vidéo était assez longue. J'ai commencé à réunir tous les rushs pour faire la vidéo. Si tu es allé jusque là, je te remercie d'avoir regardé. J'espère surtout que ça a été utile, que tu vois comment faire. C'est pas sorcier, c'est comme une mobilette, c'est comme une derby, c'est tout simple. Allez, ciao les gars.